Our last panel today is responses to Islamophobia. I will be the chair of the panel. I'm a teaching associate at the University of California, Santa Barbara, and a representative of International Center for Observing Human Rights Violations. So our first speaker will be Corinne Torrekens from the Free University of Brussels, and her paper is Rising Islamophobia in Belgium. Yeah, Rising Islamophobia in Belgium. Thank you very much. If you don't mind, I will do the presentation in French, but the PowerPoint presentations and support is in English. So, let us start. Je vais commencer avec quelques éléments de contexte au sujet de la population musulmane en Belgique, puisque je suis largement minoritaire sur ces 12 jours et à peu près la seule à pouvoir vous parler de la Belgique. Donc on estime qu'en Belgique, la population musulmane fait 4 à 5% de la population nationale. Qu'est-ce que ça veut dire 4 à 5%? Ça veut dire des personnes qui viennent d'un pays où la majorité de la population est musulmane. Ce qui veut dire qu'on ne prend pas en compte les minorités religieuses, les personnes qui sont non religieuses, etc. Donc, comme en France, on n'a pas le droit de reprendre sur une base nationale l'affiliation religieuse de la population. Donc, ce sont véritablement que des estimations qu'il faut prendre avec une grande prudence. On assiste à des phénomènes de concentration urbaine assez importantes dans certaines villes, comme Anvers et Bruxelles, et à une visibilité qui augmente de manière générale. Il ne faut pas oublier que la Belgique est un État fédéral, et donc pas un État centralisé comme c'est le cas en France, ce qui veut dire que les politiques d'intégration et que les pratiques peuvent être différentes entre la partie nord du pays, qui est la partie néerlandophone, et la partie sud du pays, qui est la partie francophone, Bruxelles étant au milieu, et là en plus ça se complexifie. Deuxième élément qui est extrêmement important à garder en tête en ce qui concerne la Belgique, c'est que la Belgique n'est pas un État laïque, au sens où on l'entend en France, c'est-à-dire que la Belgique reconnaît, organise et finance les cultes reconnus. Donc il y a aujourd'hui 7 cultes reconnus en Belgique ou en passe de l'être, donc le bouddhisme étant le dernier d'entre eux, et donc l'islam a été reconnu en 74, donc en 74 en français. Mais donc depuis 74, ce qui est l'équivalent du Conseil français du culte musulman, qui est en Belgique l'exécutif des musulmans de Belgique, ne fonctionne toujours pas très bien. Donc il y a eu aussi énormément de crises en ce qui concerne cet exécutif. Alors, quelles sont les principales affaires publiques ou débats publics qu'on a assisté à l'égard de la religion musulmane en Belgique? Alors d'abord, on a un dicton en Belgique, on dit quand Paris s'enrhume, Bruxelles éternue. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une grande influence du débat public français sur le débat public belge en tout état de cause francophone. Donc il y a eu pas mal de débats au sujet de la possibilité de prévoir des repas halal, donc à base de viande halal dans les écoles publiques. Il y a pas mal de débats, il y a encore eu cette année une énorme polémique aussi, au moment de la fête du sacrifice, notamment surtout faite par des associations de lutte pour le droit des animaux. Évidemment, comme en France, il y a pas mal de conflits à l'égard du port du foulard dans les écoles publiques, et là il y a des dimensions différentes. Donc il y a la communauté flamande qui a pris la décision d'interdire de manière officielle par un décret le port du voile, donc pour les élèves et pour les enseignantes en 2009. Alors il y a un recours constitutionnel qui est en cours. Dans la partie francophone du pays, il n'y a pas de décision officielle. Mais il y a à peu près 90% des écoles qui ont inscrit cette interdiction dans leur règlement. Donc il y a 90% des écoles qui, en fait, de fait, interdisent le port du foulard, tant pour les élèves que pour les professeurs.
Et on a des décisions de la Cour de justice ou des cours de justice qui vont dans des sens différents. Donc la jurisprudence se développe de manière différente, c'est-à-dire que dans certains cas, il y a effectivement des interdictions qui sont légitimées d'un point de vue juridique, en particulier que ce soit pour les élèves ou pour les professeurs, mais on a aussi un certain nombre de décisions juridiques qui vont dans le sens d'une autorisation pour les professeurs de religion au sein de l'école. Donc je vous ai dit que la Belgique reconnaissait les cultes, donc organise les cultes. Donc il y a des cours de religion catholique, juive, musulmane, etc., qui se donnent pendant les heures de cours, pendant le système d'heures normal, dans les écoles publiques en Belgique. Donc, comme en France, il y a eu une interdiction du port du voile intégral qui a été confirmée par... donc, il y a eu des recours au niveau de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle a confirmé cette interdiction. Comme en France, il n'y avait pas d'urgence, où il n'y avait pas vraiment de cas, ça concernait vraiment une poignée de personnes, mais il y a eu un consensus politique extrêmement fort pour interdire ce voile intégral. Et ça a été fait en quelques semaines. Alors, si la situation par rapport à le voile dans l'école, notamment au niveau de la partie francophone du pays, n'est toujours pas très claire, donc avec une absence de décision au niveau de la communauté française, mais des écoles qui interdisent, on voit que le phénomène se déplace de plus en plus au sein des entreprises, et donc de la question du voile au sein des entreprises. Et donc là aussi, on a eu plusieurs cas de jurisprudence qui vont dans des sens différents, des entreprises ayant licencié du personnel en raison du port du foulard, qui ont obtenu droit de gain de cause, d'autres qui justement, dont la décision a été cassée. Et ce qu'on voit se développer par rapport à ça, ce sont des entreprises de tendance qui, dans le système juridique belge, vont justifier le fait de refuser des employés voilés parce que la condition de la neutralité devient une condition nécessaire à l'emploi, même dans le cas où on n'est pas en contact avec le public. Et donc toutes ces questions sont reliées aux questions de neutralité et de laïcité dans le débat. J'ai vraiment pas le temps de revenir dessus, mais ça émerge systématiquement. Et donc c'est très intéressant de reprendre ce que Vincent Guesser avait fait en 2003, où il explique que l'islamophobie a évidemment ses dimensions qui sont propres, mais pour partie est aussi une religiophobie. Et donc dans le cas belge, c'est véritablement ça, c'est aussi lié à une lutte contre tout ce qui est considéré comme une immersion de la religion dans la sphère publique, mais en particulier évidemment la religion de l'autre, bien évidemment, et majoritairement. Alors, par rapport à la question de l'islamophobie, depuis 2008, le Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme, donc l'organe de référence fédéral, enregistre la progression donc, de l'islamophobie et donne à ce phénomène une définition qui est donc institutionnelle et donc qui considère ce sont les signalements, les plaintes qui sont soit faites par des individus, soit par des groupes en lien avec leur religion et spécifiquement ce qu'ils considèrent être de l'islamophobie. Et donc le dernier rapport date de 2012 et dans celui-là, les signalements qui ont trait à la croyance religieuse, là de manière générale, donc toutes les croyances religieuses, c'est le phénomène qui a le plus augmenté. Donc il a augmenté de 25% et 80% de ces signalements ont trait à l'islam et à ses musulmans. Ce qui ne veut pas dire qu'il y a 25% de dossiers qui sont ouverts par le Centre pour l'égalité des chances pour actes d'islamophobie, parce qu'évidemment, il faut que ce soit couvert par la loi. Donc pour le moment, la loi ne définit ou ne va permettre de lutter contre l'islamophobie qu'en cas d'appel à la violence et d'appel vérifié, d'appel à la haine ou au discours raciste. Évidemment, ça c'est le cadre de la loi. On assiste à un certain nombre
de banalisation de discours anti-musulmans, notamment à l'égard, ça fait 2 ans qu'il y a la foire musulmane de Bruxelles qui s'organise, et il y a eu toute une série de discours mainstream disant vous vous rendez compte, autant de musulmans au même endroit, ça pose quand même de sérieux problèmes de sécurité, sans que ce soit véritablement considéré comme problématique, quoi, hein. Donc c'est passé comme une lettre à la poste, et c'est quelque chose qui se répète depuis quelques années véritablement. Je vais essayer, si j'ai le temps, de vous donner quelques exemples. Alors, ce que je vais vous montrer, en fait, c'est qu'il y a des exemples aujourd'hui en Belgique de lobby à l'égard de cette lutte contre l'islamophobie. Et donc, il y a, par rapport à la participation politique, de manière classique, 3 moyens de s'engager dans l'action collective. Ce qu'on va considérer comme l'exit, le out, c'est-à-dire on se retire de toute action collective, on considère que ça ne va servir à rien. Ça correspond à une certaine tendance de certains composants de la communauté musulmane, d'ailleurs. Une voie classique qui est de dire on va s'engager au sein des partis politiques traditionnels pour essayer de faire changer les choses en leur sein. Et 3e possibilité, on va créer nos propres organisations afin d'attirer l'attention publique sur le phénomène islamophobe. Alors, il y a une assez bonne représentation de la population musulmane ou de la population ayant un background musulman au sein de l'élite politique en Belgique. La Belgique est le premier État européen où siège une parlementaire voilée, qui a été élue en 2009, même si ça a fait un tollé politique. Mais il y a eu un consensus politique pour dire que dans des positions législatives, donc au Parlement, c'était acceptable, pas dans des positions exécutives. Et donc cette représentation, elle est extrêmement forte aussi à Bruxelles, notamment en raison du fait que voilà, il y a une concentration assez importante. Ceci étant, ce personnel politique assez large, avec un background musulman, ne s'engage pas sur les revendications classiques de la communauté musulmane. Au contraire même, dans les interviews que je fais avec eux, c'est qu'il y a même une crainte de s'engager dans ces revendications, de peur d'être taxé de communautarisme et de clientélisme. Donc justement, quelque part, il y a une réaction inverse du terrain musulman qui se sent concerné par les revendications propres, hein, je vais les détailler, en tout cas certaines, qui est de dire, bien, ces élus musulmans, ces élus ayant un background musulman, jouent les arabes de service, ils ont été pris comme étant des candidats d'ouverture, hein, pour attirer le vote musulman, pour attirer le vote identitaire, mais ils ne nous servent pas. Donc il faut trouver d'autres moyens. Alors, l'un des moyens, c'est notamment en 2012, on a eu des élections locales en Belgique, et on a vu arriver un pop-up politique, c'est le parti Islam, coup de marketing absolument extraordinaire, hein, s'appelait Islam, qui était formé, attachez-vous bien, par 4 personnes. Et qui a quand même réussi en quelques semaines, en faisant une campagne électorale très succincte, hein, vraiment dans certains quartiers, dans certaines rues, dans certains endroits, parce qu'il n'y avait notamment pas de support et donc de financement public, à avoir 2 élus. 2 élus à Bruxelles, donc dans 2 localités différentes. Ils ont récolté 5000 voix, ce qui est énorme. Donc il y a eu plusieurs, si on fait un résumé sur 10 ans, il y a eu plusieurs tentatives. C'est la première fois qu'il y a 2 élus de cette nature-là. Alors, leur programme, c'était quoi? C'est un programme où il n'y avait pas de revendication propre à l'islam en tant que tel. Le programme était assez chiant à lire d'ailleurs. Et c'était plutôt des considérations liées à l'éthique, des considérations éthiques. Mais il y avait dans l'un de leurs tracts, qui est celui-ci, 3 revendications concrètes. Le halal dans les écoles publiques, donc l'introduction de repas halal, les jours de vacances spécifiques, donc voilà, pouvoir avoir congé lors de l'Aïd plutôt que le jour de Noël, etc. Et le port du voile dans les écoles publiques également. La petite anecdote, c'est que donc il se présentait au niveau local, hein, au niveau le plus bas de l'échelon politique belge, et qu'il y a une seule de ces revendications, le halal, qui appartient à ce domaine politique-là. Ça, c'est juste pour le fun.
Donc ils ont récolté 5000 voix, mais très très rapidement il y a eu une pétition qui s'est mise en œuvre et qui a récolté 50 000 voix et qui a notamment été initiée par plusieurs personnalités venant d'horizons politiques différents et notamment d'extrême droite. Et donc il y a en quelques semaines 50 000 personnes qui se sont réunies derrière une pétition en ligne pour demander leur interdiction de siéger. Pour la raison qu'après l'élection, ils se sont déclarés en faveur de l'instauration de la charia, etc. Donc ça a créé un tollé politique, et, alors que ce n'était pas du tout présent dans leur programme. Donc, je vais passer là-dessus. Il y a essentiellement une plateforme, je conclurai là-dessus, qui s'est créée, qui s'appelle Muslim Rights Belgium. Pour ceux qui vont au colloque de samedi, ils rencontreront certains de leurs représentants. Donc, qui a été créée en 2012, qui est animée par plusieurs personnalités engagées dans les champs religieux, sociaux, politiques. Donc, il y a plusieurs personnalités qui sont élues dans des partis politiques, qui ont fait du monitoring de l'islamophobie, organisé des campagnes spécifiques et qui utilisent véritablement les nouveaux réseaux sociaux comme étant le moyen le plus utilisé pour diffuser leur message. En un an de création, ils sont arrivés à des résultats intéressants en termes de liens avec de grosses institutions, l'Agence européenne des droits fondamentaux par exemple, donc le FRA. Ils ont réussi à obtenir une extrêmement bonne visibilité dans les médias. Donc il y a une légitimité, ils ont acquis une légitimité à être des interlocuteurs légitimes. Et donc d'une certaine manière, ils vont rompre avec ce qui est un élément fondamental de tous les débats liés à l'islam et aux musulmans en Belgique. C'est la faible représentation des acteurs musulmans dans ces débats, due à plusieurs facteurs: la faible professionnalisation, le fait que c'est un groupe hétérogène, donc extrêmement diversifié, la difficulté à former une coalition, de se mettre d'accord sur le même message, et un certain manque de crédibilité étant donné leur implication religieuse et leur engagement religieux. Il y a un certain nombre de défis qui attendent encore Muslim Rights pour le moment, c'est d'obtenir du soutien et donc d'avoir des liens avec la communauté flamande. Pour le moment, c'est un mouvement qui est très francophone. De pouvoir s'ancrer dans d'autres groupes ethniques. Pour le moment, c'est un groupe qui est très marocain ou très arabophone, mais donc notamment il y a vraiment une faible présence des groupes turcs ou des associations turques en leur sein. Et ce qui se développe là depuis quelques semaines spécialement, ce sont des accusations d'être proches idéologiquement ou d'avoir des connexions personnelles avec le mouvement des frères musulmans qui, que ce soit en France mais en Belgique aussi, sert aujourd'hui de répulsif et d'ennemi public numéro 1 dans le discours public lié à l'islam, et de manière très passionnelle, de manière très crispée. Voilà, pour conclure, je dirais qu'il y a eu le dépôt d'une résolution parlementaire, donc signée par plusieurs parlementaires, pour lutter contre plus de vigilance à l'égard de l'islamophobie, qui est une résolution assez soft, mais c'est un premier pas. Ceci étant, il y a eu quand même une grande opposition politique à cette résolution. Le principal argument, c'est le fait que, classiquement, le terme islamophobie servirait à masquer toute critique à l'égard de la religion musulmane. Que par rapport à ça, il y a de nouveaux acteurs qui émergent, Muslim Rights étant l'un de ces acteurs, mais qu'il y a véritablement ce que j'appelle une web bubble, c'est-à-dire un phénomène qui se passe au niveau des nouveaux réseaux sociaux et du web, qui connecte plusieurs associations musulmanes entre elles et qui partagent leurs informations, qui sont liées entre elles par des liens de sociabilité, des liens d'amitié ou d'interconnaissance, et que, au-delà de ces problèmes de définition, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est l'islamophobie, etc., ce qui se joue derrière, c'est véritablement que l'opposition au terme d'islamophobie peut masquer, comme ça a été dit juste précédemment dans le panel tout à l'heure, c'est qu'il y a véritablement des tentatives de délégitimer de nouvelles revendications d'égalité de traitement
et donc aussi de nouveaux acteurs, musulmans dans le cas de Muslim Rights, mais aussi non musulmans dans le cas d'autres ONG qui se rapprocheraient de Muslim Rights comme étant des gens qui se fourvoient dans leur combat dans l'antiracisme. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Okay, so Corinne's paper lays the stress on the recent upsurge of anti-Muslim acts in Belgium, as they are, for example, revealed by the Center for Equality of Opportunity and Against Racism, which, since 2008, has been monitoring the evolution of attacks against Islam, i.e. verbal or physical violence against Muslim individuals or against Muslims as a community. In 2011, some Belgian academics had also laid stress on the fact that Islamophobic acts were more often registered than anti-Semitic ones. Corinne, like other participants in this conference, looks into some of the ambiguities of Islamophobia. For instance, many Muslim actors regard the banning of headscarves in public space or in schools as plainly Islamophobic, whereas law specialists within the Center for Equality of Opportunity and Against Racism in Belgium would tend to regard this issue as much more complex than that, whilst court decisions appear to be quite contradictory in this specific respect. Not to mention the fact that a vast array of public institutions have taken issue on the question, the Council of Europe and the United Nations being two foremost institutions here, which has led to a sort of blossoming of tools and definitions of Islamophobic acts or Islamophobia in general. There has been a fairly recent political engagement with Islamophobia in Belgium. A dozen Muslim public actors have lamented the negative stereotyping of Belgian Muslim citizens and have got together to create what is known as Muslim Rights Belgium, which defines Islamophobia in their own white paper as, I quote, all the discriminations, act of hostility resting on prejudices, hatred, scorn, or acts of violence, whether verbal, psychological, or outright physical, that target one or several persons or institutions on the sole basis of their belonging, whether real or alleged, to the Muslim religion, end quote. Though recent, Muslim Rights has managed to gain a degree of visibility, for instance, when pressuring the national newspaper La Libre Belgique in order to change their headline, which had confused headscarf, in this case the classical hijab, and niqab, in an article which was about the banning of headscarves in schools, which actually showed a photo of a niqab-wearing woman to illustrate this debate. This is an improvement since for a long time Muslims have suffered from a certain lack of media visibility. So what would seem to be a kind of a media anecdote can be seen as an illustration of some sort of improvement in the media visibility of Muslim associations. Admittedly, Muslim Rights is made up of a few individuals only, but these are people who have ties with other associations, sometimes foreign associations, like the Collectif contre l'Islamophobie en France. Admittedly too, these people are mostly part of the Moroccan community, and it's an interesting fact, for instance, that the Turks seem to be absent from it altogether. And also absent are the Dutch-speaking Muslim Belgians from this form of mobilization. But in about a year, Muslim Rights has managed to enjoy a few notable successes. This mobilization will be important to struggle against discriminations, stereotypes and prejudices, which sometimes rest on mere rumors. Indeed, recently, a petition gathered 12,000 signatures. It was about the reintroduction of a real Christmas tree on Brussels Great Square, Grand Place, after a time when it had disappeared. Wrongly, it was argued that the reason why the Christmas tree had disappeared was in order to placate the ethnic minorities. And it was untrue, of course. Thank you.